C'est le KebGPT Podcast. KebGPT Podcast. KebGPT, KebGPT, KebGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le KebGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, petit jingle spécial pour Blandine. Blandine est une auditrice que j'ai rencontrée et qui était très déçue d'apprendre que le jingle était fait une fois et que je le réutilisais à chaque fois. Donc, celui-ci était pour toi, Blandine. Sinon, cette semaine, j'ai reçu Nicolas Roy. Nicolas est un expert SEO. Si vous êtes dans le domaine du SEO au Québec, vous connaissez certainement Nicolas. Nicolas est un solopreneur et du coup, on a discuté de comment il est capable de mettre à l'échelle son entreprise grâce, entre autres, à ChatGPT. Donc, on a discuté de son utilisation de l'IA et de ChatGPT. Et finalement, on a terminé ça, évidemment, avec une discussion sur l'avenir des moteurs de recherche de Google. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est la fin de ce type de moteur de recherche ou est-ce que ce n'est que le début, en fait, et que l'IA va aider à améliorer les performances? Donc, je vous souhaite sur ça bonne écoute et à la semaine prochaine. Salut Nicolas, comment vas-tu? Ça va super bien et toi, Charles? Ça va très bien, merci. Écoute, j'ai envie de commencer avec ma question que je pose à tous mes invités. Comment l'intelligence artificielle a changé la façon que tu travailles dans les derniers mois, je peux même pas dire la dernière année, là, parce qu'il y a eu des gros changements depuis octobre, novembre, décembre dernier. Effectivement, ça a changé beaucoup depuis les derniers mois. Je dirais, pour moi, en SEO, le SEO, hein, on dit les moteurs de recherche se nourrissent de contenu. Donc, c'est certain que avant même de faire la création de contenu, parce que c'est évident qu'en SEO, on va faire de la création de contenu. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard parce qu'il y a des débats à ce niveau-là. Mais c'est avant tout, je dirais que c'est la recherche puis la planification du contenu. Auparavant, quand on faisait de la planification de contenu avec les intentions de recherche, tout ça, on devait travailler pas mal plus fort. Puis maintenant, avec ChatGPT, on peut accélérer énormément le processus de recherche. En fait, on peut faire ce qu'on faisait avant, là, je dirais, là, au moins 10 fois plus vite. Donc, c'est fascinant à quel point la vitesse d'exécution est grande, ce qui est vraiment intéressant parce que ça permet d'accélérer le processus. Puis, tu sais, en SEO, il y a l'aspect onboarding, c'est-à-dire de débuter le projet. Il y a une inertie au début sur un site web où est-ce que on veut que les moteurs de recherche l'aiment, mais il y a beaucoup de travail à faire avant de partir. C'est comme s'il y avait une grosse pierre à pousser qui était immobile. Puis avec ChatGPT, c'est comme si on est capable de vaincre cette inertie-là plus rapidement. Fait que c'est sûr que c'est formidable. Tu nous parles de travailler 10 fois plus rapidement, ça m'intéresse, c'est clair. Tu sais, peux-tu nous donner un petit exemple, par exemple, moi, kebgpt.com, là, je veux peut-être me positionner sur développement d'une application en intelligence artificielle. Ce serait quoi le processus que tu pourrais faire pour m'aider? Ben oui, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs de recherche, je parle encore de Google comme moteur de recherche principal parce que ça reste encore à ce jour le moteur de recherche principal. Google, ce qu'ils aime, c'est d'avoir des sites web qui ont une autorité dans le domaine. Donc, tu sais, ton site web, s'il y a un blog, je dis blog, ça peut être des pages aussi, mais les articles de blog sont souvent une bonne manière de se positionner comme un expert ou même des vidéos sur YouTube, par exemple, ou même sur TikTok, peu importe. Bon, il y a un aspect éthique ou cybersécurité à ce niveau-là que les gens ont souvent comme défi, mais tout dépendant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le site web se positionne comme une autorité dans le domaine. En SEO, on parle de EEAT, c'est expérience, expertise, autorité, trust. Donc, c'est le EEAT. Puis, pour ça, ben, il faut qu'on couvre plein de sujets différents sur le développement d'une application. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut dans le fond, grosso modo, il faut qu'on aille voir toutes les questions que les gens peuvent se poser sur Google par rapport à ce développement-là, puis qu'on va répondre à ces questions-là. Parce que, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Google, c'est une machine à répondre. Les gens posent des questions à Google.
Puis Google, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche la meilleure réponse à donner en information. Bon, c'est des requêtes informatives. Il peut y avoir des requêtes plus commerciales si on veut que les gens aient une intention de recherche d'achat, mais supposons qu'ils veulent juste de l'information pour commencer. Ou est-ce que ça va attirer, oui, des visiteurs qui sont plus froids parce qu'ils veulent juste de l'information, ils demandent à Google, ils sont peut-être pas encore en mode achat, ils sont pas très loin dans le parcours client, mais il reste que s'ils tombent sur toi et ils trouvent ça cool, ce qu'ils ont comme information, c'est déjà un très bon début. En plus, s'il y a un podcast rattaché à ça, puis plein de trucs tout rattachés, c'est encore mieux. Donc, ce qu'on ferait, c'est que je demanderais, en fait, je ferais faire le travail à ChatGPT de dire quelles sont les questions que les gens posent le plus par rapport à ce sujet-là. Et bon, on peut faire un prompt, là, une question qui va amener quelque chose de vraiment bien monté, où est-ce qu'on va avoir toutes les questions, puis toutes les variantes, parce que le but, c'est de toucher plein d'angles différents sur ce sujet-là pour que Google dise vraiment, OK, ce site web-là, il est vraiment complet, il est hyper pertinent, c'est vraiment un expert dans le domaine, j'y fais confiance. Donc, puis de créer ces contenus-là, ben, la première chose, c'est de savoir c'est quoi que les gens se posent comme question. Puis on peut faire ça avant un plan de recherche, aller chercher tout ça, ça peut prendre plusieurs heures, tu sais, voire des journées, tout dépendant jusqu'où qu'on va, quelle profondeur qu'on planifie. Alors que là, avec ChatGPT, ça peut aller extrêmement rapidement. Donc, c'est sûr que ça accélère énormément le processus, là. Tu nous parles de recherche informative. Il y a des changements qui se passent chez Google, chez Bing, qui de plus en plus, ils vont nous donner un petit peu de cul dans le bec ce qu'on recherche. À la place de t'amener potentiellement vers le site web, ils vont te pré-mâcher ça et ils vont te le présenter sur la page de Google sans que tu aies besoin de cliquer sur le site. Est-ce que j'ai reçu Camille Dufossé le 5 juillet dernier, le podcast sorti le 5 juillet. Elle me parlait de comment elle a changé sa stratégie SEO par rapport à ça. Est-ce que toi, comment tu vois ça, ce changement-là dans les grands moteurs de recherche par rapport à ça? En fait, ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle le SGE pour Search Generative Experience. C'est que oui, Google va nous donner maintenant un snippet, c'est-à-dire une manière de sortir l'information qui va faire en sorte que l'information va être présentée. Le défi avec ça, c'est qu'effectivement, que ça va, comme la position 0, qui est un snippet des fois qui apparaît dans Google, ça prend des clics au site web. Mais oui, il va falloir faire un travail avec ça en étant, bon, en réduisant la longueur des textes. Si tu vois que, mettons, il y a 150 mots pour être parfaitement rentré dans le truc informatique qui répond à la question, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 150 mots, puis on va rentrer là pour dire, OK, on est là, puis la source, c'est ça. Donc, c'est certain que ça va être d'espionner un peu ce qui se fait au niveau des résultats de SGE, de Search Generative Experience, puis ensuite de ça, ben, d'optimiser pour sortir pour ça. Je te dirais que ça va être encore un peu la même manière de faire qu'on fait avec le SEO naturel, où est-ce que les algorithmes sont très quantifiables. Ça va être la même logique, mais ça va se faire en observant ce qui sort. Parce que ce qui va arriver aussi avec ça, c'est que là, pour le moment, de ce que j'ai étudié de SGE, c'est qu'ils vont prendre leur information d'environ 5-6 sites web qui vont aller tirer pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'où vient quoi, puis qu'est-ce qu'ils ont en commun ces sites web-là ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun. Puis en fonction de ça, on va pouvoir tracer des parallèles. Est-ce que tu as l'impression que justement, là, on parlait que c'est une stratégie pour amener des prospects un peu plus froids, tu sais, il faut une recherche un peu plus large. Est-ce que ça va donner plus dur justement d'attirer ces prospects froids-là? Est-ce qu'ils vont devoir changer un petit peu notre stratégie marketing en général? Probablement. C'est sûr qu'il va falloir aller un petit peu plus sur optimiser un petit peu plus les intentions de recherche commerciale qu'informative. Mais il reste qu'à la base, il va falloir faire les deux parce que les gens sont jamais prêts à acheter tout de suite de toute façon. Donc, il va falloir faire les deux, ça c'est certain. Puis l'autre chose que je me dis, c'est qu'il y a deux interrogations que j'ai par rapport à ces trucs-là dans les moteurs de recherche parce qu'il y a déjà du pré-mâché, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle. C'est le premier aspect, c'est bon, l'information, elle vient d'où? Puis est-ce qu'il va y avoir des défis à dire, hey, vous avez utilisé notre, euh, notre contenu sans notre consentement, puis vous le présentez? C'est le premier point parce que ça reste que ça fait partie de tes actifs. Puis est-ce que c'est. Bon, il n'y a pas de trademark là-dessus, mais je pense que c'est un peu le Far West. D'ailleurs, je voyais récemment que
ChatGPT là, arrêtait d'aller sur Bing, l'intégration justement due à des défis de contenu puis à qui appartient le contenu et ainsi de suite. Fait que ça, c'est un peu le Far West à ce niveau-là. Puis l'autre chose, c'est que là, bon, ça, je suppose que ça va s'améliorer, mais il reste qu'en ce moment, c'est un problème. Moi, j'ai pas testé personnellement le SGE, mais il paraît que ça prend 8 secondes avant que ça apparaisse. Donc, c'est très long. Et les gens vont directement en bas dans les résultats de recherche. Bon, je suppose que ça va s'améliorer parce que je connais Google comment ils veulent s'améliorer vite, mais il reste qu'en ce moment, dans la réalité actuelle, c'est un peu trop long avant que ces résultats de l'IA-là sortent. Donc, les gens descendent directement aux résultats de recherche. Ouais, c'est sûr que 8 secondes en 2023, c'est une éternité totale et on ne peut pas Exact. attendre aussi longtemps. Exact. Euh, Contenu généré par l'IA, il y a eu des débats, même pré-ChatGPT, là, il y avait des solutions comme Jasper AI, par exemple, qui produisent du texte qu'on peut utiliser justement dans nos blogs. Plusieurs personnes ont crié haut et fort que Google punissait le contenu généré par l'IA. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? On est maintenant en mois de Ça, c'est juillet le 2023. débat ça, c'est le débat de l'heure, hein. On en entend parler énormément. Puis, tu sais, il y a deux camps, là. Il y a des camps qui disent que ça affecte ou que ça va affecter, puis il y en a d'autres qui disent que non. Pour le moment, si on fait des tests, puis pour ça, il faut avoir des canaris dans la mine, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sites web tests que ça ne nous dérange pas s'ils se font pénaliser. Je pense qu'à peu près tous les SEO, les experts SEO qui font du testing ont des canaris dans la mine parce que c'est du pur contenu généré par l'IA sans aucun tweak, c'est-à-dire aucune modification pour voir. Mais pour le moment, Google ne pénalise pas du tout le contenu généré par l'IA. En fait, Google, ce qu'il veut, c'est surtout que ce soit, que ce soit aidant pour les internautes. C'est-à-dire que euh, qui a signé cet article-là, puis est-ce que la personne endosse? C'est surtout ça. Si c'est un article sur un sujet X, puis la personne est reconnue comme entité, une entité, c'est une représentation d'une personne, d'un lieu ou n'importe quoi par Google, puis elle n'est pas du tout experte là-dedans, puis elle écrit un article là-dessus, ben non, ça ne marchera pas. Là. C'est sûr que Google va pénaliser le site web. Par contre, si c'est un article qui a été écrit par l'IA, mais que la personne a posé les bonnes questions, puis elle a bien orienté l'IA, ben regarde, c'est super bon. Mais à la base, il y en a qui disent ça avec la stylométrie, qui est l'analyse du style, on est capable de voir, ou avec des algorithmes, on est capable de voir si c'est humain ou non. Mais en même temps, dernièrement, c'est des probabilités. Hein, l'IA, c'est avec des probabilités que ça fonctionne, comment ça fonctionne. Puis ils ont testé plusieurs outils, puis la joke la plus drôle, c'est qu'ils ont testé la Bible, puis ils disaient que la Bible avait été écrite par l'IA. Les outils disaient ça, fait que Ah est-ce que la ben Bible a été là, écrite par l'IA? peut-être, Je vais ça pas partir ramène de des débat là-dessus, questions. mais c'est très, très bizarre, disons. Ben, c'est ça que j'allais dire, moi, tu sais, je suis pas pro du SEO, je suis plus dans l'IA. Tu sais, ma première réflexion quand j'ai entendu parler de ce débat-là, c'est que c'est très, très dur de savoir si ça a été produit par l'IA. Par exemple, si moi, je prends un texte, par exemple, que j'écris moi-même, que je demande à l'IA de réécrire légèrement, est-ce que ça va, tu sais, dans quel ordre, à quel point ça peut être, ils peuvent savoir que ça a été écrit par l'IA. Si je demande juste de corriger les fautes, est-ce qu'ils peuvent savoir que ça a été écrit par l'IA? Non. Après ça, ça coûterait très, très cher à Google de passer tous ces Mhm. sites web-là dans un scanner ou un autre modèle de machine learning qui regarderait si ça a été produit par l'IA. Puis après ça, moi, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que les gens, au début, utilisaient mal l'IA et ça faisait des contenus très, très nuls. Donc, Ouais. ils étaient Ouais, pénalisés. les Et là, ils prompts. disaient que c'est à cause de l'IA. Ouais. Ouais, puis tu sais, ce qu'il faut savoir, puis ça a commencé même avant ChatGPT, puis c'est drôle, c'était mon dernier épisode de podcast que j'en ai parlé un peu. En août 2022, Google a lancé un algorithme qui est le Helpful Content, l'algorithme Google Helpful Content, puis que ça disait, faut créer du contenu qui aide les internautes, OK? Puis là, le monde ont tous crié haut et fort, ça y est, c'est le némésis de tout contenu qui va être créé par l'IA. Mais tu sais, dans ce temps-là, on parle de août 2022, ChatGPT n'existait pas encore. Mais il y avait Jasper, il y avait d'autres solutions. Fait que les gens disaient, OK, c'est un début, là, Google va commencer à pénaliser. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça du tout. Puis, regarde, on est rendu là, ça va bientôt faire 1 an de ça. Puis, ce qu'on réalise le plus de tout ça,
tout le monde disait, ah, c'est quoi d'abord le helpful content? Parce que Google disait, le helpful content, c'est gros, là, ça va pénaliser un site web au complet. Alors qu'habituellement, si tu fais des erreurs sur une page ou que tu triches ou que tu fais n'importe quoi, tu vas être pénalisé page par page. C'est-à-dire que tu peux avoir une page qui est pénalisée de ton site web, mais ce ne sera pas ton site web au complet qui va être pénalisé. Ça va juste être une page, soit un article de blog ou une page. Là, dans ce cas-ci, il disait le helpful content, ça va pénaliser ton site web au complet. Là, le monde sont venus nerveux en disant OK, ça veut dire que là, si je fais de l'IA sur un texte, mon site web au complet est pénalisé. Hey, j'ai peur avec la musique tu sais, une musique qui fait peur. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que le helpful content, c'est bien plus simple que ça. Ce que Google fait, c'est qu'il va regarder ton contenu, puis c'est si tu te mets à écrire du contenu sur ton site web qui n'a pas rapport avec le contenu habituel, ben Google va dire OK, là, c'est pas un helpful content. Parce que sinon, comment qu'on peut décider ce qui est aidant et ce qui n'est pas aidant? Est-ce que toi, tu peux apprécier à lire ou à consommer comme contenu écrit audio? Ça se peut que ça te plaise à toi puis que ça me déplaise à moi et vice-versa. Comment Google va faire pour décider ce qui est helpful? Fait que, le helpful est plutôt transformé par topical relevancy, c'est-à-dire pertinence du sujet. Au lieu de helpful, là, tu as beaucoup plus un aperçu. Quand on fait du pattern recognition puis qu'on voit les sites web qui plantent, le monde dit ah, j'ai utilisé de l'IA. Ouais, tu as utilisé de l'IA, mais tu as probablement créé du contenu qui avait moins rapport avec ton site web aussi parce que tu as la possibilité de le faire. Tu t'es un petit peu trop élargi dans tes contenus, puis là, Google les considère ça moins pertinent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis si en plus tu utilises une mauvaise stratégie d'ingénierie de prompt, par exemple des petits prompts, tu vas arriver avec un résultat qui est très générique. Donc, on se rappelle que ChatGPT, au final, c'est un modèle qui va prédire le prochain mot, mais de manière, bon, il peut en prédire beaucoup de suite. Donc, si tu lui donnes un petit prompt, genre écris-moi un blog sur justement l'intelligence artificielle, mais il va t'écrire quelque chose de très, très, très générique, probablement qui a déjà été vu aussi parce que c'est trop, trop large. Il va trouver l'espèce de texte moyen. C'est ça, tu l'as pas assez guidé. Là. D'ailleurs, une fois qu'on a créé un plan de contenu en SEO, ben, par la suite, c'est de créer ces contenus-là. Justement, il faut avoir des prompts qui font que ça fait des articles qui sont vraiment bons à lire, autant au niveau du contenu que de l'engagement. C'est que tu as le goût de le lire. Là. Tu n'as pas l'impression que c'est un robot qui a écrit ça. Au contraire, tu penses que c'est un humain. Mais il faut que tu saches comment créer tes prompts pour que ce soit humainement lisible vraiment bien, puis en même temps super bien posé, balancé entre l'aspect humain engageant et l'aspect SEO bien structuré. Puis c'est ça, mais ça permet aussi de créer, ça fait en sorte qu'on va utiliser des prompts qui sont beaucoup plus gros. Là, même que moi, je sauvegarde mes prompts comme tout le monde d'ailleurs. Là. Mais j'imagine qu'éventuellement, il va y avoir des bibliothèques de prompts que tu vas pouvoir sauvegarder ou tu fais copier-coller dans tes anciens. Mais tout ça pour dire que la première fois que tu fais un prompt qui est vraiment bien pensé, ça peut prendre 1 heure et demie, 2 heures de travailler sur ton prompt sur Word, puis tu le testes, puis après ça, tu le rechanges. Tu peux travailler longtemps là-dessus, mais une fois qu'il est gagné, il est gagné. Ouais, c'est ça. C'est plus une vision dans le même nombre de temps, faire quelque chose qui est vraiment mieux que de le faire plus vite. Puis après ça, tu peux le faire plus vite parce qu'une fois que tu as ton prompt, effectivement, tu peux le réutiliser. Mais moi, ma vision par rapport à ça, c'est que ça crée beaucoup plus de qualité aussi. Honnêtement, moi, j'écris l'entièreté de mes publications LinkedIn au moins un petit peu avec l'IA. Je vais demander de repasser dessus pour des fois utiliser des meilleurs mots. Donner un exemple ridicule, mais à la place de dire écrire, ça va se changer pour rédiger. C'est juste des mots qui sont mieux, disons. Là. Ou des fois, je vais le guider vraiment là, à écrire un post au complet mais je vais beaucoup, beaucoup lui donner de jus pour qu'il soit capable d'écrire le truc final, puis ça va être beaucoup d'aller-retour là, pour être capable d'arriver à un résultat qui est parfait à la fin. Ça ne me prend pas nécessairement moins de temps, mais la qualité, je pense elle est certainement là. Tu as parlé justement de sauvegarder des prompts. Je ne sais pas encore trouver de mot français pour prompt, mais en tout cas, on va travailler là-dessus. On a créé ensemble, en fait, un lead magnet, là, donc un outil pour aller chercher des leads avec, justement, tu avais un super, super prompt. Puis à la place de peut-être justement le partager comme ça sur les réseaux sociaux gratuitement, ben, on a créé un outil pour aller chercher des leads. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cet outil-là, qu'est-ce que ça faisait?
Ben oui, en fait, c'est un outil qui faisait de la planification de contenu qui, depuis, je l'ai encore plus amélioré, mais qui, à la base, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait par rapport à un sujet, donc un mot-clé, c'est quoi les différents groupes de mots-clés, ou comme on dirait en anglais, des clusters, des groupes de mots-clés ou des mots-clés à traîne longue, ou des long tail keywords qu'on appelle. Donc, on partait du mot-clé, ensuite, ça donnait différents mots-clés à traîne longue différents par rapport à ce sujet-là. Puis par la suite, ça donnait des idées de contenu à créer pour chacun de ces mots-clés-là en adressant des points que les internautes cherchent. Puis ensuite de ça, ça pouvait même donner un titre potentiel à l'article de blog. Puis maintenant, je l'ai même amélioré, ce truc-là, cet outil-là. Maintenant, ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT de me trouver des questions précises pour chacun des articles de blog que je veux que l'article de blog adresse pour que justement, quand je fais créer l'article de blog ou le contenu, parce que je dis article de blog, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quel autre type de contenu. Puis j'ai même le titre, le métatitre, la métadescription qui va donner le goût de cliquer pour avoir un meilleur click-through rate, donc un meilleur taux de clic sur Google dans la description. Quand les gens voient ça, ils ont le goût de cliquer. Donc, j'ai plus besoin autant de réfléchir à mes métadescriptions là, dans les métadonnées parce que je les fais faire par ChatGPT. Fait que c'est super intéressant. Puis ça accélère beaucoup. Donc oui, on avait utilisé ça, mais là maintenant, je l'ai encore plus bonifié depuis. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ce qu'on faisait, c'est que on mettait ça dans une petite app, ça montrait la première ligne du tableau. Donc, les gens qui voulaient avoir la fin du tableau, la fin du plan de contenu, ils pouvaient la recevoir par courriel en échange, évidemment, qu'on puisse leur écrire un courriel. Donc, c'était un peu l'idée du lead magnet classique. Là, on en a vu à travers les années beaucoup là, dans des calculateurs de ROI, calculateurs de coûts. Je pense qu'on avait aussi un calculateur de coûts pour des sites web. Puis je pense qu'il y a une belle opportunité justement de créer ce genre de lead magnet-là un peu 2.0, 3.0 avec l'intelligence artificielle, potentiellement même en allant chercher de la donnée ailleurs, mais de créer vraiment de la belle valeur pour ses clients ou ses prospects, justement, pour aller chercher des nouveaux leads. Ah ouais, parce que c'est sûr que quand tu as de la valeur comme ça, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un calculateur qui te calcule quelque chose que ça t'intéresse vraiment d'avoir la réponse, tu sais, que ce soit le coût de quelque chose, le retour sur investissement, un plan de travail. Tu sais, ça peut même aller, c'est pas un calculateur, mais c'est quand même très interactif comme un quiz. Tu sais, on le voit, les quiz sur les médias sociaux, là, quelle pouliche que t'es, ou tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, le monde joue à ça, puis il donne beaucoup de données pour jouer à ça. Tu sais, c'est plus qu'un lead magnet, là. Mais tout ça pour dire que les gens, quand c'est interactif, c'est pas juste le bon, puis je n'ai rien contre le e-book. Le e-book est super bon si la valeur est bonne, mais c'est un peu moins interactif comme information. Donc, c'est sûr que quand tu as quelque chose d'interactif, ça performe encore mieux. C'est super important d'avoir un bon lead magnet. Surtout moi, je l'ai en tête parce qu'avec le SEO, j'attire des visiteurs sur le site web. Je veux que les gens donnent leur nom, adresse courriel. Là, on veut que les visiteurs se transforment en leads. Fait que j'ai toujours en tête d'avoir un bon lead magnet, autant pour moi que pour la clientèle que je sers avec le SEO. Même si ce n'est pas nécessairement moi qui va créer le lead magnet, ça reste que c'est une de mes préoccupations premières. Là. Ouais, c'est clair. Tu sais, tu parles du e-book. Je pense que c'est un cas intéressant, le e-book, parce qu'il arrive comme deux choses en même temps. À la fois, c'est vrai que ça a été une stratégie qui a été, disons, abusée là, dans les dernières années. Tout le monde un peu a eu son e-book. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est tellement facile d'en faire un. Disons que le coût a vraiment diminué pour l'écrire. Ceci étant dit, il faut que ça soit épuré et que ça ait beaucoup de valeur parce qu'il y en a beaucoup sur le marché, puis ça peut, je pense, avoir un effet négatif sur ta marque si tu en as un peu trop at large, là, puis Je pense que maintenant, parce que je l'ai vécu avec un client qui a fait un e-book puis que ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné, mais son e-book, oui, la qualité de l'information écrite qui était dedans était vraiment solide, mais il a aussi payé un graphiste une bonne somme pour qu'il fasse quelque chose de super beau au niveau du graphisme. Là. Donc, le contenu était bon, mais le contenant était vraiment solide, puis c'est ça qui a fait la différence. Parce que c'est vrai que sinon, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là, on est dans l'océan rouge bien comme il faut, puis on ne se démarque pas du tout. Là.
Non, c'est clair, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé un peu dans ma carrière d'entrepreneur, le design. Et dernièrement, j'ai refait mon site web capgpt.com avec Stéphanie Lavoie. Big shout-out à Stéphanie qui a fait une super belle job de design. Puis en tout cas, ça aide beaucoup ma crédibilité et aller me chercher des prospects comme ça parce que ça a l'air professionnel. Donc, effectivement, si vous créez un e-book, n'hésitez pas à le rendre beau parce que sinon, ça peut être complètement fou. Puis comme on disait, tu peux sauver beaucoup de temps avec l'IA pour la rédaction. Fait que tu peux mettre potentiellement un petit peu plus de budget pour le design. Euh, ouais. D'ailleurs, quand on parle de design, puis moi aussi, en passant, je suis comme toi, je suis un gars qui fait des bonhommes allumettes, fait qu'il faut pas que je fasse des sites web trop. Puis d'ailleurs, j'en fais pas beaucoup, je suis plus un gars d'SEO, mais mettons que je gosse sur des pages, c'est vite pas beau. Mais bon, ça fait le travail pour le contenu. Mais bon, c'est ça pour dire que là, je vois de plus en plus, ben, en tout cas, on en entend parler de l'IA qui vont faire des sites web. J'ai hâte de voir ça. J'entends parler de ça. Je sais aussi que la qualité du code va être un gros défi parce que je ne suis pas certain que ça va être clean comme code, mais parce que sinon, ça crée d'autres problèmes au niveau technique avec les sites web, dont le SEO. Mais c'est quand même intéressant. Ben, intéressant, ça dépend pour qui, là, mais je pense que même si c'est l'IA qui fait des sites web, ça reste que ça va être encore les agences qui vont les faire. C'est juste qu'ils vont avoir plus de possibilités d'avoir un levier parce que je pense pas que la population générale va se faire des sites web avec l'IA. Du moins, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va être encore les agences, mais qui vont juste être plus efficaces plus rapidement s'il n'y a pas à déboguer du code parce que j'ai l'impression que ça va être un défi, ça aussi, là, du moins pour le moment de ce que j'en entendais. Ouais, ben, tu as raison que je pense que ça va aller. Ça va être de plus en plus facile de créer un site web de base. Ceci étant dit, si tout le monde a un site web de base, ben là, pour aller chercher le niveau au-dessus, il va falloir justement rajouter des fonctionnalités d'IA. On parlait de lead magnet avec des fonctionnalités propulsées par ChatGPT. C'est potentiellement quelque chose qui va être de plus en plus là. Après ça, tu sais, j'imagine qu'en 2001, avoir un site web, ça devait être incroyable. Aujourd'hui, mon fleuriste a un site web. Mais c'est ça, les agences, comme tu dis, vont acheter la vitesse, mais vont devoir aller chercher un niveau au-dessus. Justement, je sais que tu es un peu un one-man agency. Moi aussi, je travaille encore, j'ai aucun employé. Là. J'ai des gens avec qui j'ai des contractuels au besoin. Ça a été c'est un Carrément. business, un modèle d'affaires, disons pas super sexy tout le temps que ça a été parce que c'est très peu, il y a très peu de mise à l'échelle possible. Donc, on va dire que c'est pas très scalable pour ne pas trouver un meilleur terme que, on pourrait dire scalable, si on veut le franciser légèrement. Mais par contre, c'est ça. Durant les derniers mois, il y a des changements qui arrivent avec l'IA. Est-ce que tu penses qu'on va être capable de trouver un levier pour scaler ce modèle d'affaires-là grâce à l'intelligence artificielle? En fait, le modèle d'affaires d'une personne comme tu es, comme je suis, c'est un modèle d'affaires qui est, comme tu l'as bien dit, il est vraiment pas facile parce qu'on est opérateur, gestionnaire, on a tous les chapeaux, hein, on fait tout. Euh, je te dirais que l'IA fait certainement une grande différence dans notre capacité de travail, donc on peut générer plus de livrables parce on a un levier sur notre temps et sur notre énergie, c'est certain. Euh, pour le moment, ça va pas remplacer si j'étais patron d'une entreprise puis que j'avais plein d'employés, du moins pas pour le moment, mais ça fait une grosse différence. On est entre les deux, j'ai l'impression, là, c'est-à-dire qu'en termes je peux déléguer énormément de tâches. Ben, déléguer, c'est un grand mot, mais je peux me fier beaucoup à l'intelligence artificielle pour beaucoup de tâches. Puis tu sais, je suis pas un grand expert non plus. Là, il y a des choses que je pourrais automatiser encore plus, puis que pour le moment, je suis dans ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis pas encore à ce stade-là, mais je sais qu'éventuellement, ce modèle d'affaires-là va être amené à être plus rentable. En fait, plus rentable par la capacité d'avoir plus de clients au niveau des opérations. Évidemment, ça prend du bon marketing et des bonnes ventes, là. C'est toujours un équilibre entre le marketing, les ventes et les opérations. Mais reste que le maillon faible d'une entreprise qui est une entreprise ou un travailleur autonome, on peut l'appeler comme on veut, euh,
c'est les opérations dans la plupart du temps. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben, c'est un bon coup de main. Euh, Fait que oui, c'est super encourageant de voir ça. Là, c'est vraiment très encourageant. Je pense que même ben, on en a parlé au début, là, création de contenu, on peut aller chercher un peu d'échelle aussi, là, de mise à l'échelle. Donc, il y a potentiellement une place là, justement, à mettre soit moins de temps et avoir les résultats similaires. Donc, création de contenu sur les médias sociaux, sur ton site web. Donc, ça peut être super intéressant. Tu vois, en ce moment, je travaille sur. En fait, longue histoire courte, je me suis rendu compte qu'un truc que j'aimais vraiment pas dans ce que je faisais, c'est d'écrire les offres de service. Donc là, Hmm. je me suis dit, je vais automatiser ma création d'offres de service. Donc là, j'ai pris un Google Slides que j'ai 4, 5, j'ai 4 ou 5 slides avec des champs que je vais venir remplir. Puis j'ai connecté l'API de Google Slides avec l'API de ChatGPT. Et là, je prends un résumé d'un meeting client. Et là, ça fonctionne. Probablement que quand ça va sortir, ce podcast-là, ça va très bien fonctionner puis je vais être millionnaire. Mais Mais en c'est très hot. bref, ça va venir remplir l'offre de service un peu le auto-proposal. Puis je me dis, si je suis capable de faire ça dans plusieurs parties de ma business, ben, tu sais, je pourrais Hmm. passer plus de temps justement avec le client à faire des trucs que j'ai une meilleure valeur ajoutée. Euh, à la place aussi, tu sais, tu en as parlé un petit peu d'avoir plein de prompts qui sont sauvegardés. Donc là, mes prompts sont sauvegardés, mais à l'intérieur, genre d'une petite app au final que je suis capable d'utiliser. Fait que je pense qu'il y a des possibilités comme ça pour répondre à des courriels potentiellement. Ou tu sais, répondre à des courriels. Pas nécessairement répondre à des courriels en général, mais tu sais, mettons, quelqu'un vient sur ton site web et te demande une question un peu générique. Peut-être que tu pourrais répondre par courriel là, créer du contenu. En tout cas, à suivre, mais c'est un peu ma mission là, de scaler une business qui est pas scalable, un peu être coordonné, bien chaussé. Là. Beaucoup de monde se disent Ouais, c'est bon. être coordonné, Non, mal c'est très chaussé, mais bon. j'aime mieux tester ça comme ça. Là. Ben, puis il y a d'autres choses aussi en SEO. Des fois, tu peux avoir des sites web qui sont un peu plus gros, tu sais, qui ont plus de pages. Puis, tu sais, il y a des tâches répétitives comme jouer avec les métadonnées, tu sais, métatitres, métadescription, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut faire ça automatiquement avec des règles précises, une structure précise? Mais il y en a qui le font avec Python, tu sais, qui vont rentrer, bon, ben, rentre-moi les noms, voyons le métatitre, métadescription comme ça, selon ces règles-là, que tu sais, c'est mieux de les optimiser comme ça que de ne pas le faire. Puis souvent, quand tu as un site web qui a des milliers de pages, ben, tu sais, si tu peux automatiser ça, tu sauves énormément de temps, puis tu n'as pas besoin d'une équipe autant, même si tu es seul. Donc, j'ai pas des clients qui ont des sites web avec plusieurs milliers de pages, mais il reste que c'est une avenue, ça aussi. C'est pas ChatGPT, mais tu sais, Python peut faire très bien le travail aussi. D'ailleurs, toi, tu l'utilises, Python aussi, dans tes opérations? Ouais, ben c'est ça. Toutes les apps que je monte avec l'API de ChatGPT, au final, sont emballés dans des apps Python qui peuvent faire beaucoup d'automatisation sans même l'IA. Là, tu sais, l'automatisation, ce n'est pas que l'IA, c'est beaucoup juste de la programmation aussi. Puis tu peux aussi programmer plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Donc, tu vas te donner un autre levier justement pour être capable de. Peut-être qu'il y a des apps, des automatisations comme celle que tu viens de mentionner, que habituellement il y aurait après ChatGPT n'aurait pas été rentable de faire, mais qu'aujourd'hui, avec un prompt, tu pourrais sortir une fonction Python qui pourrait te faire ça, puis ça pourrait être rentable pour ton entreprise. Donc, il y a un monde de Très intéressant. possibilités. Je sais pas, on s'en va où. Est-ce que parce que tu sais aussi, si on se dit que notre business model qui est un peu le solopreneur peut être scalable, ben, potentiellement aussi que les agences plus grosses vont être aussi euh, aptes à prendre plus de clients. Donc, à suivre Absolument. qu'est-ce qui va se passer. Il y a probablement du monde qui va manquer le bateau puis ça va faire très mal. Je pense à des gens encore que je leur parlais dernièrement puis ils ne savaient pas ce que c'était ChatGPT. Moi, je baigne Oh, là-dedans, fait que c'est dur de penser wow. que je ne sais pas ce que c'est,
Ouais, c'est ça. On va pas tous à la même vitesse Dans l'intégration des nouvelles technologies, c'est certain, mais il reste que, tu sais, en tout cas, c'est sûr que moi, je vois en ce moment l'IA, ChatGPT et l'IA en général comme le prochain Internet, là, c'est-à-dire l'opportunité d'Internet au début des années 2000, fin années 90, début 2000, c'était ça. Puis là, ben, c'est l'IA maintenant. Puis tu sais, maintenant, je pense que notre plus grosse limite avec l'IA, c'est notre imagination, puis les données. Tu sais, où est-ce qu'on va chercher les données quand on a des idées? ouais. Mais si on a l'imagination, on a les idées, puis on a les données, bon, après ça, c'est sûr qu'il faut quand même savoir coder un peu, mais encore là, on peut toujours s'entourer de personnes pour le faire. Ouais, c'est ça. Puis ça nous donne aussi des données qu'on avait un peu de mal à exploiter, même quand j'ai commencé mon entreprise via 4 ans. Tu sais, aujourd'hui, la donnée texte est vraiment plus facile à utiliser. Avant, c'est beaucoup la donnée qu'on appelait un peu tabulaire, un peu genre des chiffres dans un genre de fichier Excel. Et c'était l'entreprise un peu plus petite, les PME, avaient beaucoup plus de mal à utiliser cette donnée-là. À la base, je voulais aider les PME à faire la transition vers l'IA, mais même juste 4 ans et demi, c'était pratiquement impossible pour la PME d'utiliser du machine learning parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Mais aujourd'hui, tu peux passer des PDF, des courriels, je viens de te donner un exemple avec des offres de services. Ben, c'est des trucs qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut utiliser et à son escient. Donc, comme tu dis, notre imagination est le seul frein, disons, à ce qui peut être fait avec l'IA. Exact. Écoute, Nicolas, on va terminer là-dessus. Premièrement, tu as un podcast. Je ne sais pas si tu veux nous en parler rapidement. Puis après ça, où on peut si des gens ont des questions, des besoins SEO, où ce qu'ils peuvent te rejoindre. Oui, en fait, mon podcast, ça s'appelle Commerce électronique et actifs numériques, où est-ce que je parle de SEO. Et vous pouvez me rejoindre au nicolaroy.pro. Donc, c'est là que ça se passe pour moi, sinon sur LinkedIn. Mais nicolaroy.pro, c'est plus facile. Des Nicolaroy, il y en a à pelleter. D'ailleurs, il y a le joueur Les Golden de Knights. Vegas qui a gagné la Coupe Stanley des Golden Knights, exact. Fait que si tu tapes Nicolas Roy sur Google, même si je fais du SEO, ironiquement, c'est pas moi qui sors premier. Mais si tu tapes Nicolas Roy SEO, là, je sors premier au moins. Mais sinon, c'est le gars des Golden Knights qui sort premier et avec raison. Hein, il est tellement supporté par les médias que c'est ça. Ah, ben là, il te manque juste à gagner la Coupe Stanley, Nicolas, puis tu vas peut-être sortir avant lui. Écoute, merci beaucoup, Nicolas, et on se reparle bientôt. Salut. À bientôt, merci.